Le 25 septembre 2023, devant la cour d'assises de la Drôme, un procès sous haute tension s'ouvre à Valence. Et nous y étions. Dans le box, un homme de 58 ans. Son nom, Raymond Touillet. Il est accusé du meurtre sauvage de Chantal de Chilou, une mère célibataire sans histoire, il y a plus de 20 ans. Alors que vont décider les jurés? La réponse dans ce nouveau podcast de Chroniques criminelles. Nous sommes à Valence le 24 septembre 2023 à la cour d'assises de la Drôme. C'est là que va s'ouvrir un procès hors norme. Un procès au cours duquel une famille dévastée vient chercher des réponses plus de 20 ans après un crime atroce. Cette famille en souffrance, c'est d'abord le fils d'une femme disparue. Je suis le fils de la dame qui a été décédée. Je m'appelle De Chilou Saint-Albert-Charles. Je suis né à Marseille. Voilà, moi c'était ma mère. C'est aussi Raymonde, la belle-sœur. Ça a été atroce. Des pleurs, des cris. Ça a été vraiment triste. Et puis enfin, Richard, le neveu. Moi, personnellement, j'avais peur qu'on en veuille à ma famille. J'étais quand même des fois le soir, traqué. Il y avait des voitures qui me suivaient. J'avais toujours cette crainte. Cette histoire, c'est celle d'un des premiers cold cases résolus en France grâce au travail d'une cellule spécialement créée à l'époque. Et ce procès exceptionnel démarre avec l'histoire d'une femme ordinaire dont le destin bascule brutalement. Tout commence le 1er août 2001, en fin de journée. Le téléphone sonne chez Chantal. Elle vit avec sa vieille maman, dont elle s'occupe seule, courageusement. Car depuis quelques années, malgré tous ses efforts, l'argent ne rentre pas et les dettes s'accumulent. La famille de Chilou habite à Laux. Fabien Bousquet, avocat des parties civiles. À Laux, c'est la banlieue proche de Marseille, c'est attenant à Marseille. On se trouve dans une commune tranquille. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Où il y a certes des petits actes de délinquance, mais ça n'a strictement rien à voir avec les caïds qu'on peut croiser du côté de Marseille. C'est un quartier calme, c'est provençal, typiquement provençal. Richard de Chilou, neveu de la victime. C'est un joli quartier, un joli coin. Chantal de Chilou, c'est une petite dame brunette, 50 ans, qui fait pas de bruit, un petit peu anonyme, qu'on voit pas forcément. Simple, aimante, avec des valeurs très fortes, celle du travail et celle de l'amour aussi qu'elle avait pour ses proches. Carla Samartano, avocat des parties civiles. C'était une femme sans histoire, une femme courageuse. Pour Raymonde, sa belle-sœur, la perte de Chantal est insurmontable. Chantal, c'était une brave fille. Moi, je la recevais souvent. Raymonde de Chilou, belle-sœur de la victime. Pour les fêtes de Noël, pour les jours de l'an, on mangeait ensemble, je les recevais ici. À l'époque, Chantal est sans emploi. On peut même dire qu'elle tire le diable par la queue. Son mari a disparu à la naissance de son fils unique, Charles, qui ne vit plus avec elle depuis longtemps. Mais Chantal fait face. Ma mère s'est toujours occupée de elle, comme de moi. Ma mère, elle était un peu des problèmes, elle n'avait pas trop de travail. Charles de Chilou, fils de la victime. Qu'elle avait une très grande instruction, qu'elle était très cultivée, tout ça. Et puis ensuite, il y a une espèce de poisse qui s'est abattue sur cette femme. Aujourd'hui, elle n'a pas tellement d'argent, elle doit s'occuper de sa mère qui a des problèmes de santé, et puis elle a des problèmes de travail. Certains la disent lingère, on va dire femme de ménage, elle fait des petits boulots.
Chantal était une personne gentille, serviable. Elle n'a jamais voulu quitter sa mère, elle s'est toujours occupée de sa mère, de son fils. Voilà, elle faisait les courses, elle faisait un peu ce qu'elle pouvait, elle cherchait des petits boulots. Lorsque, fin juillet 2001, à force de répondre à des dizaines d'offres d'emploi, elle entrevoit enfin une solution. Jusqu'au jour où elle a vu cette annonce, quoi. Alors, quand le téléphone sonne chez Chantal ce jour-là, son visage s'illumine, car elle attend avec impatience une réponse au sujet d'une offre d'emploi qui pourrait tout changer. Chantal de Chilloux, un jour, elle a un coup de bol. Un coup de bol, c'est-à-dire qu'elle, qui n'a pas d'argent, tout d'un coup, quelqu'un va l'appeler et va lui proposer une offre d'emploi, un job, ce qu'elle recherche, c'est-à-dire un boulot de femme de ménage dans une colonie de vacances pour des enfants à la montagne. Et alors, pour elle, c'est une aubaine. C'est une aubaine, ce job. Il faut se rendre compte que, comme elle n'a pas d'argent, c'est l'occasion de pouvoir, comme on dit chez les joueurs de poker, de se refaire une nouvelle vie. Elle est déterminée à rejoindre cet emploi et à montrer son sérieux à son employeur. Raison pour laquelle elle prend le strict minimum et décide de se rendre à la gare de Marseille-Saint-Charles pour rejoindre son emploi. Elle est si déterminée à retrouver cet emploi qu'elle est même prête, elle l'annonce à son employeur, à venir en stop. Et l'employeur, ou plutôt son futur employeur, lui répond « Non, ne venez pas en stop parce que ça n'est pas prudent. » Et donc, elle décide de prendre le train. Au lieu de partir directement en direction de Vars, qui est la station de ski où elle était censée aller travailler, elle loupe probablement le train et décide de partir en direction de Valence afin de pouvoir prendre un car qui l'amènera alors à Vars. Mais hélas, le train a 35 minutes de retard et Chantal rate sa correspondance. Sauf que ce train retardé la dépose aux alentours de Valence. Il est à peu près 21h, 22h. Le soir, toute seule, dans une gare qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais vue, avec pratiquement pas d'argent en poche, et aucune possibilité de rejoindre l'endroit où l'attend son employeur. Puisqu'elle ne peut pas prendre de taxi, encore une fois, c'est une femme qui n'a pas beaucoup de moyens. Donc elle va errer dans cette gare, faut imaginer, c'est la nuit, avec cette petite dame, avec son petit sac qui se promène de cette manière. Pas d'éclairage, il n'y a pas de vidéosurveillance, et c'est une gare qui est relativement éloignée du centre-ville. Pas de car mis à disposition pour la ramener dans le centre de Valence. Elle va demander d'ailleurs à certains ouvriers, est-ce qu'il n'y aurait pas un hôtel? Parce qu'elle est complètement perdue. Et donc, on pense qu'elle part à pied. Et la dernière image qu'on a de Chantal de Chilloux, c'est le dernier cliché, presque le dernier témoignage. Et après, comme si il y avait quelqu'un qui avait enlevé ou gommé l'image de Chantal de Chilloux, après, elle disparaît complètement. Il y a un côté triangle des Bermudes, il y a un côté épouvantable. Nous sommes le lendemain, le 2 août 2001. Ce jour-là, dans la Drôme, à 250 km au nord de Marseille, un autre événement tragique, et a priori sans rapport, bouleverse la vie de toute la région. Vers midi 30, dans un sous-bois, un endroit fréquenté par des chasseurs, au bord d'une rivière. Il y a effectivement des chasseurs qui sont là avec les chiens, qui partent à la recherche de leur gibier. Et dans un endroit un petit peu reculé, le chasseur va repérer quelque chose d'abominable, de quelque chose qu'il n'imagine pas, un cadavre qui se trouve un peu caché, un peu dissimulé, hors du sentier. La gendarmerie est immédiatement alertée. Le périmètre est sécurisé dans l'attente de l'intervention de la police scientifique. Ce cadavre, il a plusieurs particularités. Le visage a été massacré, comme on pourrait dire, c'est-à-dire qu'il comporte une douzaine de plaies, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a démoli cette figure
de façon à la rendre non identifiable. Les médecins légistes ont relevé pas moins de 72 lésions, ce qui démontre un réel acharnement de l'auteur des faits sur sa victime. Et un acharnement pas uniquement par les coups, puisque au-delà des coups qui ont été portés avec les mains, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de coups qui ont été portés avec un objet contondant, qui pourrait être une barre de fer. Mais il y a eu aussi des étranglements dont on voit la trace au niveau du corps. Il s'agit donc d'une femme qui a été étranglée et battue à mort, mais pas seulement. Certains éléments évoquent aussi un crime à caractère sexuel. Et il y a un détail absolument sordide et épouvantable, c'est que la culotte et la jupe de la victime ont été brûlées, ainsi que l'intérieur des cuisses. Cela signifie que l'assassin, outre l'avoir étranglé, outre le fait de l'avoir frappé, de l'avoir martyrisé à coups de barre, l'a probablement violé et a voulu cacher son crime par un incendie, en brûlant le corps. On sait que c'est une femme, on sait que c'est une femme brune. Sans rien laisser au hasard, les gendarmes collectent tous les indices présents sur la scène de crime. Il y a, à côté du corps, un mégot de cigarette. C'est un mégot qui a été retrouvé entouré de gouttelettes de sang. Et pour les enquêteurs, la disposition des gouttelettes de sang est déjà une indication. Il est donc à peu près établi à ce moment-là que l'assassin a fumé une cigarette à côté du corps. Et la main ensanglantée encore à regarder le cadavre de sa victime. Des premières constatations terrifiantes. Elles évoquent un prédateur violent, mais aussi d'un sang-froid inquiétant. Les techniciens scientifiques poursuivent leurs observations. Et en dehors du mégot de cigarette, un autre élément retient immédiatement leur attention. Sur le sol, on retrouve des traces de pneus. Des traces de pneus qui vont amener forcément les enquêteurs à se poser la question de savoir quel est le véhicule qui aurait pu transporter le tueur, les tueurs et leurs victimes sur les lieux du crime. Les gendarmes vont donc faire ce qu'on appelle des moulages pour identifier à partir de ces traces le type de véhicule, et on va retomber sur une voiture de manière précise qui est une R21, une Renault 21. Et puis enfin, à moins d'1 mètre du corps de la victime, il découvre un dernier indice, une petite annonce découpée dans un journal. On se retrouve là avec un gigantesque point d'interrogation. Qui est cette femme ? Les gendarmes de la section de recherche de Grenoble sont rapidement saisis de cette enquête. Et ils ont de quoi s'occuper. Un corps non identifié, des traces de pneus de R21 et la petite annonce d'un journal. Des indices qu'il faut maintenant analyser et recouper. Une semaine plus tard, près de Marseille, à 250 km plus au sud, une famille s'inquiète. Chantal, qui est partie pleine d'enthousiasme vers son nouvel emploi, ne donne plus signe de vie. Ma grand-mère appelle mon père pour dire c'est bizarre, il y a une semaine, 10 jours que j'ai pas de nouvelles de Chantal. Richard de Chilloux, neveu de la victime. Donc mon père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a de suite été à la gendarmerie du coin et il a dit ben voilà, il y a ma sœur qui a disparu et on n'a pas de nouvelles d'elle depuis une semaine. Donc les gendarmes à l'époque lui répondent ben vous savez, votre sœur, elle est majeure et vaccinée, elle a le droit de partir une semaine sans prévenir tout le monde, quoi. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Attendez un peu, monsieur, elle va revenir, ne vous inquiétez pas. Donc ça n'a pas eu lieu de nous alerter. Les proches de Chantal prennent donc leur mal en patience et restent dans l'angoisse près du téléphone. Mais les jours passent et il ne sonne toujours pas.
De leur côté, les gendarmes de la Drôme ont poursuivi leurs investigations. Ils ont fait parler le morceau de papier trouvé près du corps mutilé. Il s'agit en fait d'une petite annonce d'un journal marseillais. Une petite annonce qui permet d'identifier la victime. Et cette petite annonce, on va tomber sur un numéro. C'est une femme. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Qui s'appelle Chantal de Chillou. Les enquêteurs préviennent immédiatement la famille de Chantal. Pour Raymonde, c'est l'horreur. Tout espoir disparaît définitivement. J'ai entendu taper à la porte. Et quand j'ai ouvert, je me suis vu 3 messieurs qui sont venus, de la police criminelle. Je suis restée un peu surprise. Raymonde de Chillou, belle-sœur de la victime. Je me suis dit, c'est pas chez moi. J'ai dit, c'est pas ici, vous faites erreur. Et les gendarmes viennent de Valence, ils viennent chez mes parents pour leur annoncer la nouvelle, qu'ils avaient retrouvé le corps de Chantal et qu'elle avait été assassinée. Chez les deux Chillou, c'est le choc. Pour cette famille, ce jour marquera à jamais la fin de l'insouciance. Mon père, il lui dit, je pense que c'est votre sœur, il faudrait venir identifier le corps. J'avais accompagné mes parents à l'époque. On avait pris la voiture, on était monté jusqu'à Valence. Patrice de Chillou, c'est le frère de Chantal. Il est très proche de sa sœur. Et tout naturellement, on lui demande d'identifier le corps de la victime. Une épreuve qui s'avère insurmontable. Mon père est rentré en premier. Il a fait un malaise. Il n'a pas pu, non, il est resté bloqué, figé, et il a perdu presque connaissance, quoi. Il est tombé dans les pommes, il n'avait plus à marcher, ça lui a coupé les jambes, quoi. Il a poussé un cri, mais un cri... j'ai jamais entendu un cri aussi fort que lui. Et il est tombé, ils l'ont ramassé, ils l'ont sorti dehors. On était en pleurs. Mais c'est pas possible, c'est pas ma sœur, c'est pas possible, c'est pas elle. Mais le corps doit être formellement identifié. Et Patrice n'est pas en état. Alors, une seule solution, que Raymonde s'en charge. J'ai dit, bon, d'accord. J'ai pris mon courage à 2 mains et ils m'ont découvert le corps une 2e fois. Et donc, j'ai dit, oui, c'est bien elle. Ils me disent, vous êtes sûre? J'ai dit, oui. Que c'était ma belle-sœur, qu'il s'agissait d'elle. Et quand j'ai vu ça, écoutez, je suis partie en larmes. En larmes. Ça a été atroce. Des pleurs, des cris. Ça a été vraiment triste. Mon père, à ce moment-là, il a pas mal changé. Il a vraiment été touché, bouleversé au plus profond de lui. Et de perdre sa sœur, et surtout, je veux dire, dans les circonstances qu'elle est morte, quoi. Derrière, il a fait une grosse dépression. Il est parti, il s'est dégradé. J'ai vu mon père, je veux dire, périr, quoi. Il mangeait plus. Il était devenu anorexique, il est parti d'hôpital en hôpital, de cure en cure, de dépression en dépression. Voilà. À ce moment-là, on est effondré, on est au plus bas de ce qu'on peut être, quoi. Ça a été invivable, invivable. Il vivait plus, mon mari. Il n'a plus vécu ce jour-là. Ça a été fini. Il ne pensait qu'à sa sœur. Notre vie, elle a été vraiment bousculée. Un terrible choc. Il reste encore une personne à informer, et pas n'importe qui. C'est le propre fils de Chantal. Charles, 30 ans à l'époque, est en prison pour vol et braquage. Un personnage qui intrigue les gendarmes. Moi, je descends, je vais au parloir, tout ça. Je vois sur Marie-Louise et tout. Elle me dit, asseyez-vous, Charles. Elle me dit, voilà, il y a votre mère qui est décédée. Charles de Chillou, fils de la victime. Elle est bien pas dit assassinée, elle est décédée, elle est morte. Mais je ne pensais pas que ça avait été aussi grave que ça. Je savais que ça avait été grave, hein, parce que le corps à moitié brûlé, coupé de partout, tout ça. Pour Charles, le repris de justice, ce mode opératoire fait plutôt penser à un criminel endurci. Les gendarmes, eux, se mettent à échafauder plusieurs hypothèses. Les hypothèses à l'époque, quelles sont-elles? Celle de la mauvaise rencontre.
Chantal de Chilloux a rencontré quelqu'un dans les bois qui l'a tué. Pour qui, pourquoi, on ne sait pas. C'est ce qu'on appelle une mauvaise rencontre. Les enquêteurs, à l'époque, ont réalisé énormément d'investigations. Ils ont fait des recherches au niveau des véhicules. Carla Sammartano, avocat des parties civiles. Ils ont comparé énormément de véhicules. Et là, ils vont faire des prélèvements sur des tas d'individus qui fréquentent la zone. Mais ça donne rien. Il n'y a rien de rien, de rien, de rien, de rien, de rien, de rien, de rien. Hypothèse numéro 2, le serial killer, le tueur en série. Cette femme se promenait dans les bois, on ne sait pas pourquoi, ou a été amenée à dessein dans ce lieu par quelqu'un qui voulait la tuer. Il y a eu plusieurs recherches qui ont été faites pour essayer de faire des liens avec différents meurtres qui s'étaient produits tout autour de la France. Caroline Jeanmaire, avocat des parties civiles. De jeunes femmes à peu près de l'âge de Chantal. Aucun des criminels potentiels avec des agissements similaires ou alors non incarcérés au moment des faits Fabien Bousquet, avocat des parties civiles. N'était dans la région de Valence ou n'est susceptible d'être raccroché à l'enquête. Mais les enquêteurs ont encore une piste à vérifier. Ils s'intéressent aux proches de la victime. Et enfin, une piste qui doit, de manière quasi systématique aussi, être vérifiée, c'est l'entourage familial de la personne défunte. Face à la violence du crime, les gendarmes cherchent à savoir si Chantal ou un membre de sa famille pourrait avoir des ennemis. Et puis elle a aussi un fils qui s'appelle Charles, qui malheureusement a un peu fait des bêtises et se retrouve au mois d'août 2001 incarcéré au Baumette parce qu'il a fait des actes illégaux. Maître Caroline Jeanmaire est l'avocate de Charles. Aujourd'hui encore, elle se souvient de sa première rencontre avec son client. On m'appelle pour un prévenu qui avait volé une bouteille de whisky dans un supermarché. Et donc moi, j'étudie le dossier qui paraissait à la base assez simple. Je vois l'escorte policière arriver, se diriger vers les geôles, avec un espèce de grand gaillard un peu débraillé, qui avait un fort accent marseillais et qui s'énervait. C'était clairement... Bon, alors je me dis, bon, ça va pas être un client simple à gérer. Et puis, entre deux conversations, lui me dit « Mais vous vous rendez pas compte, maître, j'ai eu une vie de fou, moi je fais que des allers-retours en prison, et puis en plus, ma mère, elle a été assassinée. Et moi, dans mon village où j'étais, au Logis Neuf, c'était un peu des voyous, quoi. C'était un peu un village de voyous, un peu, on va dire. Et donc, moi, j'ai grandi là-dedans. C'est sûr, quand j'étais minot, j'ai fait quelques vols de voitures, des cambriolages, des trucs comme ça. Et après, de fil en aiguille, voilà, on est monté un peu crescendo, jusqu'au braquage, tout ça. Puis voilà, des vols dans les magasins, des trucs vraiment, voilà. Il n'y a pas que les gendarmes qui envisagent un éventuel rapport entre ce crime et le fils hors-la-loi. Car en prison, Charles a eu maille à partir avec d'autres malfrats. Il se demande si ça n'est pas une vengeance d'un autre voyou avec qui il a eu une embrouille. C'est logique. C'est moi qui, indirectement, suis responsable de sa mort, de son assassinat, de cette mort violente. C'était un ami à moi, un collègue à moi, avec qui on était. Et il s'est fait des films. Il a cru que moi, c'est moi que je les avais dénoncés dans cette affaire-là. Moi, j'ai pensé que ça me prendra à moi. J'entendais en bas, il a une mère. Du coup, moi, j'ai fait le rapprochement avec moi. Et au mois d'août, elle a été assassinée. Alors, il avait entendu dans les promenades du centre pénitentiaire des gens parler de est-ce qu'il a une mère, est-ce qu'il n'a pas une mère. Lui était à l'isolement à l'époque. Il avait entendu ces propos-là et il s'était monté tout un film. Et ce raisonnement va l'envahir, va lui pourrir sa vie pendant près de 2 décennies, pendant près de 20 ans. Et des fois, j'avais la vengeance qui venait. Des fois, je me disais qu'il fallait que je règle cette histoire, si je n'étais pas un homme. Des fois, je me disais qu'un homme, c'est pas plusieurs qui se venge. Et franchement, je me suis détruit pendant 20 piges, je tournais à la cocaïne. La destruction, l'autodestruction, tout simplement. C'était que ça. Ouais, j'ai pensé que c'était moi, tout ça.
Cette hypothèse du règlement de compte effraie toute la famille. Existerait-il un tueur à la solde des ennemis de Charles qui pourrait s'en prendre aussi à ses proches ? On se dit qu'il y a un inconnu qui peut-être sillonne la France à la recherche de sa future victime, qu'il pourrait venir s'en prendre à eux. On est vraiment dans une forme de cauchemar réel où on se pose 1 milliard de questions. Moi, personnellement, j'avais peur qu'on envahisse ma famille. Richard de Chilloux, neveu de la victime. J'étais quand même des fois le soir, traqué, il y avait des voitures qui me suivaient, j'avais toujours cette crainte. Voilà, on reste avec ces interrogations-là. On se disait, autant il y a quelqu'un qui nous attend, qui nous veut du mal, qu'est-ce qui se passe ? À l'époque, on avait même peur de sortir, jeter la poubelle le soir. Raymonde de Chilloux, belle-sœur de la victime. À l'époque, j'allais toute seule jeter la poubelle, avant cette histoire. Mais après cette histoire, c'est mon mari qui m'accompagnait, on allait jeter la poubelle. Mais c'était irréel. C'était pas possible. Qu'est-ce qui se passe ? À qui elle a fait du mal ? Pourquoi on lui a fait ça ? Dans la famille de Chilloux, il y en a un qui va se plonger dans cette enquête de façon obsessionnelle. C'est Patrice, le frère de Chantal. Depuis le meurtre, il a sombré dans une spirale infernale de suspicion et de quête de vérité. Il était toujours, je me souviens encore, avec sa cigarette, toujours sa cigarette. Ma sœur, ma sœur, ma sœur. Il n'arrivait pas à réaliser de ce qui s'était passé. Il a cherché plusieurs fois à savoir qui c'est qui a fait ça, mais c'était triste de le voir ruminer tout le temps comme ça. Et il a passé sa vie à chercher, à savoir pourquoi. Durant cette affaire, tous les mois, il appelait l'avocat. Il n'y a rien de nouveau, maître? Il n'y a rien? Non, il n'y a rien. Voilà. Ce crime l'a rendu totalement obsessionnel. C'est ainsi qu'un litige de voisinage, par exemple, le fera penser que peut-être les voisins sont impliqués. Un article de presse relatant des faits similaires le laissera penser que peut-être l'auteur est le même. Il allait voir les voisins, demander, voir s'ils savaient, s'il y avait quelque chose, s'il y avait eu des disputes ou quoi, mais non, rien. C'était presque, on va dire, sa raison de vivre, quoi. C'était devenu obsessionnel, quoi. Et il pensait plus qu'à ça. Mais 10 années ont passé sans résultat. Nous sommes désormais en 2012 et Patrice, comme les enquêteurs, n'aboutissent à rien. Hélas, dans ce genre d'affaires, la justice a ses limites. En 2012, on arrive au bout des investigations. On n'a pas de suspect. Et malheureusement, en l'absence de suspect, le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la famille de Chilloux comprit que l'assassin de Chantal ne serait jamais trouvé. Ils sont venus nous dire, voilà, on ferme le dossier, on le ferme. Et ce jour-là, quand ils sont venus, avec mon mari, on s'est remis à pleurer. C'est dur parce que ils viennent, on reparle de ça et on recommence à ressasser le passé. Là, c'est pareil, il a pété les plombs. Il allait voir l'avocat, c'est pas possible qu'on ferme l'affaire de ma sœur au bout de 10 ans, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi on ferme l'affaire? Il n'acceptait pas, il n'admettait pas que ça puisse être possible qu'on laisse l'affaire de sa sœur comme ça. Ça l'a fait replonger dans cette dépression. Il est reparti à l'hôpital. Il me dit, tu sais, s'il m'arrive quelque chose que je meurs, tu continueras l'enquête. Essaye de savoir, essaye de faire ouvrir le dossier. Je dis, t'inquiète pas, on s'en occupera de ta sœur. Ne t'inquiète pas. C'est une seconde tragédie pour la famille. Votre mère est morte, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas par qui. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. C'est ça ce que ça veut dire, le classement d'un non-lieu. C'est un clou dans le cœur des proches. Non-lieu, il n'y a rien. Indirectement, cette histoire provoque un drame supplémentaire. Patrice, le frère de Chantal,
ne se remettra jamais de l'assassinat de sa sœur. Il meurt prématurément à l'âge de 60 ans. Le frère de Chantal de Chilloux, qui pendant les 10 dernières années de sa vie a été hanté par la recherche de l'assassin, va mourir sans connaître la résolution de cette affaire. Ça l'a tué, quoi. Il est mort, il est décédé par rapport à cette histoire, quoi. Il s'est laissé, on va dire, mourir de peine. Il est parti avec cette souffrance en lui. Pour la mémoire de mon père, de ma tante, j'ai tout fait pour qu'on continue, pour que ça puisse, je veux dire, un jour aboutir et sortir, quoi. Pour la mémoire de mon père, je veux pas lâcher l'affaire, quoi. Je veux pas lâcher l'histoire. Pendant les 10 ans qui suivent le décès de son père, Richard et sa mère restent obsédés par cette affaire. Raymonde est dévastée par la mort de son mari. Tous les jours, elle cherche des réponses à ces questions. Je monte arroser les fleurs au cimetière, tout ça. Et je me suis mis à prier auprès de Chantal. Je dis, mon Dieu, Chantal, dis à ton frère qui c'est qui t'a tué, que la police sache quelque chose, qu'on voie le meurtrier. Qui c'est qui a fait ça? Écoute, ce meurtre, il ne va pas être impuni quand même. Essaye de faire un signe, de montrer qui c'est qui a fait ce crime. Je sais pas, mon Dieu, j'ai tellement prié fort. En 2021, 20 ans après le meurtre et le viol de Chantal, et 8 ans après le non-lieu prononcé dans cette enquête, il n'existe toujours aucune piste concrète. Problème, la prescription pour ce crime tombera dans les prochains mois. Pourtant, contre toute attente, un événement complètement étranger à l'histoire de Chantal va relancer l'affaire. Dans cette histoire où les enquêteurs n'ont pas de chance, il va y avoir une sorte de Big Bang, un coup de bol. Et vous comme moi, on s'en souvient très bien, puisque c'est l'histoire d'un tueur en série qui s'appelle Nordal Lelandais. Nordal Lelandais, l'assassin de la petite Maëlys et du caporal Arthur Noyer. Ce redoutable meurtrier est suspecté d'être un serial killer. Alors la gendarmerie crée une brigade spéciale pour rouvrir et réétudier tous les dossiers de meurtre et de disparition non résolus. Les enquêteurs vont rééplucher, comme on dit, vont revenir en arrière sur des tas de dossiers classés sans suite, avec ce qu'on appelle un œil neuf et des nouvelles techniques d'enquête. Et parmi les dossiers en souffrance, il y a celui de l'assassinat de Chantal de Chilloux, qui remonte maintenant à plus de 20 ans. Et on va donc, j'allais dire, remettre en haut de la pile ce dossier de cold case. Et là, surprise. L'analyse des scellés qui avait été fort heureusement conservée. Fabien Bousquet, avocat des parties civiles. Va révéler une chose totalement inattendue et totalement incroyable d'ailleurs. Le profil génétique retrouvé sur le mégot, c'est-à-dire le profil génétique de l'assassin, est répertorié au fichier national. Un ADN qui match, comme on dit, qui correspond à un monsieur qui s'appelle Raymond Touillet et qui, lui, a donné son empreinte génétique pour une histoire de violence conjugale. Autrement dit, ce Raymond Touillet est déjà connu des services de police, et pour une affaire de violences faites aux femmes, ce qui attire l'attention des gendarmes. Les enquêteurs vont donc, dans un premier temps, le loger, savoir où il vit, savoir où il habite, vont circonscrire son entourage et vont circonscrire son mode de vie, ainsi que sa personnalité. Le 3 juin 2020, Raymond Touillet est interpellé. Il devient le suspect numéro 1 dans le meurtre de Chantal. Une arrestation qui aurait dû se produire 12 ans plus tôt. Et quelle a dû être la surprise de l'enquêteur que d'apprendre que ce profil génétique a été répertorié depuis 2008. On ne sait pas s'il a été transmis. Caroline Jeanmaire, avocat des parties civiles. S'il a été reçu ou pas, l'information, elle n'est découverte qu'en 2019.
Le suspect aurait dû être arrêté il y a longtemps déjà. Une erreur aujourd'hui encore inexpliquée. Mais pour la famille, c'est enfin l'espoir qui renaît. En 2020, j'ai l'avocat qui m'appelle pour me dire Richard, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Il me dit asseyez-vous, je m'assois. Et là, la nouvelle tombe. Richard de Chilloux, neveu de la victime. Il me dit Monsieur de Chilloux, on a retrouvé l'assassin de Chantal. Voilà. Alors là, je suis submergé. Du passé qui me revient, qui me ressurgit, toutes ces émotions de l'époque qui font 20 jours. Mon Dieu, le soulagement que j'ai eu. Raymonde de Chilloux, belle-sœur de la victime. Je me suis mise à pleurer, c'est pas possible, Richard. Il me dit oui, ça y est. Je lui ai expliqué, je lui ai dit Richard, il y a 2 jours j'étais au cimetière, je priais Chantal tellement fort. Les gendarmes de la nouvelle cellule entendent le suspect et tout de suite, la personnalité inquiétante de Raymond Touillet les impressionne. Raymond Touillet, c'est une masse. Il n'a pas de cou, hein, il se tient un peu comme ça. C'est un type qui est très imposant. Il a une vie assez dissolue puisqu'il a eu différentes compagnes, avec des enfants avec ses différentes compagnes. Toutes les liaisons de ce Raymond Touillet se sont plutôt mal terminées. 20 ans après le meurtre de Chantal, les gendarmes commencent son interrogatoire. Et dès le début de ses gardes à vue, l'homme se montre bavard. Assez rapidement, il va situer les faits et assez facilement, il va indiquer aux enquêteurs ce qui s'est passé selon lui le jour des faits. Qu'il prétend avoir rencontré la victime dans un bar, avoir bu un coup avec elle, puis après, dans la voiture, avoir fait l'amour. Raymond Touillet dit « Oui, j'ai rencontré Chantal de Chilloux, mais ça ne s'est pas bien passé. Il l'a frappée. » Il y a eu une dispute dans la voiture, mais à l'époque, il fallait pas me chercher, donc sous-entendant que Chantal l'aurait cherché et qu'elle serait responsable de la dispute. Il ne dit pas « Je l'ai tué, je l'ai assassiné ». Non, non. Il dit « Je buvais beaucoup, je me rappelle plus trop ». Raymond plaide l'amnésie. Mais pour les enquêteurs, il n'y a pas de doute. La victime et lui se sont battus dans la voiture ce jour-là. Ils ont la conviction que la dispute a dégénéré et qu'ils sont face au meurtrier de Chantal. De son côté, Raymond n'en démord pas. Il nie absolument l'avoir tué. Et il va même plus loin car il affirme désormais que les gendarmes lui auraient extorqué les aveux concernant les actes de violence commis sur elle ce soir-là. Selon lui, il aurait déposé Chantal à son hôtel à la fin de la soirée et elle était vivante. Il va nier les faits et dire que les enquêteurs ont fait pression sur lui. Devant le juge, ce qu'il raconte, c'est que il l'a rencontrée et que c'était un rapport consenti et qu'il l'a déposé à proximité d'un hôtel. Son avocat commis d'office, maître Bertrand Beau, n'aura de cesse de défendre la version de son client. Pour lui, elle tient la route. Aujourd'hui encore, il se souvient des explications de Raymond Touillet lors de leur première rencontre. J'ai rencontré cette femme à bord de péage. Moi, j'étais en terrasse en fin d'après-midi. Je l'ai abordée. Je lui ai proposé de boire un verre. Bertrand Beau, avocat de la défense. Nous avons sympathisé. Nous avons une relation sexuelle consentie. Puis, je l'ai laissée seule. J'ai été là par hasard. J'ai une relation consentie et finalement, aujourd'hui, on m'accuse d'avoir tué cette femme, mais en fait, c'est un autre. L'ADN prouve que j'y étais, ça prouve pas que je l'ai tué. Raymond Touillet, il ne nie pas la rencontre, il ne nie pas le rapport sexuel, il nie simplement le viol et le meurtre. Pour la défense, il n'y a aucune preuve flagrante qui prouve que Raymond Touillet ait tué Chantal de Chilloux. Ni arme du crime, ni témoin. Mais pour l'accusation, les indices sont graves et concordants. Alors le suspect est renvoyé aux assises pour viol et meurtre. Ce sera au juré de trancher.
Le 24 septembre 2023, le procès commence. Et tout le monde veut savoir si c'est bien le meurtrier de Chantal qui est dans le box des accusés. À commencer par Charles, le fils de Chantal, et Maître Jean-Mère, son avocate. On est dans une ambiance qui est assez lourde. Moi, je dois gérer mon client qui est face à une épreuve très difficile, mais qui veut affronter et mettre un visage sur le meurtrier de sa mère. Ben, ce type-là, déjà, je me suis demandé pourquoi il avait fait ça, comment il avait fait ça, et pourquoi il a mérité ça. Charles de Chilloux, fils de la victime. Et ça, je me poserai toujours la question du pourquoi lui arrivait ça. Moi, j'étais pressé de voir sa tête. C'est vrai, j'étais pressé de voir sa tête. C'est dans ce climat que va s'ouvrir le procès de Raymond Touillet. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. On attend une explication de la part de l'accusé. Tous les proches de Chantal sont dans la salle, nerveux et avides de vérité. Le procès du meurtrier présumé s'ouvre enfin, 20 ans après le drame. Pour ceux qui espéraient entendre des aveux, Maître Bertrand Beau compte bien leur rappeler que pour lui, le dossier est plus que léger. C'est un procès qui est compliqué parce qu'on a un homme auquel on reproche des faits qui sont à la fois extrêmement graves, qui se cumulent, et pour autant avec finalement pas tant d'éléments que ça. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de déductions, beaucoup de suppositions, il est en colère, il veut se défendre, il trouve ça injuste, il se défendra quoi qu'il arrive, pied à pied. Et tant qu'il n'est pas condamné, il s'accroche. Donc il est dans cette disposition assez combatif. Et lorsque Valérie Blin, la présidente des Assises de Valence, ouvre les débats, l'attitude de Raymond Touillet déstabilise très vite la cour et l'ensemble de l'audience. Il se désintéresse un peu de ce procès. Il est la tête sur les bras, il écoute à moitié, il fait répéter les questions sans cesse. Tantôt, il va dire « moi je réponds plus à vos questions, je garde le silence ». Carla Sammartano, avocat des parties civiles. Aussitôt après avoir dit « je ne dirai plus rien », il va répondre complètement à côté de la question qu'il lui pose. Il fixe les différents avocats ou l'avocat général. On le sent complètement détaché et ailleurs. C'est quand même son destin qui se joue. L'attitude distante de l'accusé interpelle la cour. S'il est innocent, comme il le proclame, les juges s'attendaient à plus d'indignation et de révolte de sa part. Ils sont même surpris par son système de défense lorsqu'il s'en prend brutalement à Chantal, la victime. Vous avez un accusé qui non seulement n'admet pas les faits qu'on lui reproche, mais qui en plus vient quelque part salir la mémoire de la victime en la faisant passer pour une femme facile. Je pense qu'elle n'aurait pas été capable de ça parce qu'elle était dans l'optique d'aller décrocher son poste. Et je pense pas que c'était dans son idée, je pense pas qu'elle avait ça dans la tête d'aller, batifoler avec le premier venu, quoi. Sachant qu'elle était attendue le lendemain, qu'il lui restait du chemin à faire. Bon, franchement, le premier jour, j'avais envie de le manger, le premier jour. Le premier jour, j'avais envie de le manger. C'est son attitude hautaine, voilà, c'est une pourriture, hein, c'est une sale mec, hein. Ma mère, elle a dû le frapper, ma mère, elle a dû l'enfiler dans la tête. Et il n'a pas dû aimer ça qu'une femme le frappe. Du coup, c'est pour ça qu'il en est arrivé jusqu'à l'extrême. Je suppose, moi. Je suppose que ma mère, elle s'est défendue, moi. À chaque suspension d'audience, les proches sont ulcérés par le comportement de l'accusé. J'aurais aimé qu'ils disent ce qui s'est passé et pas parler comme il a parlé. Raymonde de Chilloux, belle-sœur de la victime. Il se souvient pas, il sait plus rien, il a oublié, il sait pas, c'est pas lui. Elle d'apprendre par rapport à nous, hein. Elle avait le regard froid, elle avait le regard vide, ça l'atteignait pas, quoi. Richard de Chilloux, neveu de la victime. On aurait dit qu'il avait aucun sentiment, qu'il avait aucune émotion. Insensible, mec froid, glacial. L'accusation sort alors un atout de sa manche. Elle appelle à la barre les membres de la propre famille de Raymond Touillet. Et leurs témoignages sont accablants. En général, les témoins de personnalité viennent dresser un portrait un petit peu positif de la personne pour laquelle elles viennent déposer. Là, vous avez deux des compagnes de monsieur Touillet qui parlent de relations violentes, d'une forme d'emprise qu'il a exercée sur elle, d'une possessivité même.
son ancienne belle-fille et sa demi-sœur qui dénoncent des faits de viol. Caroline Jeanmaire, avocat des parties civiles. Qui se serait produit juste avant le meurtre de Chantal, donc en 2000 et en 2001. Des accusations qui retentissent comme un coup de tonnerre dans le palais de justice. Raymond Touillet aurait déjà violé et surtout avec un mode opératoire qui rappelle étrangement ce qui est arrivé à Chantal. La demi-sœur, elle raconte qu'ils avaient des barbecues familiaux qui étaient organisés le week-end et qu'à l'occasion d'un barbecue, ils devaient aller chercher du pain ou des cigarettes et donc elle est montée en voiture avec Raymond Touillet. Plutôt que d'aller chercher des cigarettes ou du pain, il s'enfonce dans un chemin, dans les bois. Et puis, il arrête la voiture et il lui enlève son pantalon, lui dit de se taire, il la viole. Et puis, après, il fume une cigarette et il remonte dans la voiture et ils font comme si de rien n'était lors du barbecue familial. Pour l'accusation, Raymond Touillet apparaît comme un prédateur au sang froid, un agresseur qui se détend en fumant une cigarette après le viol. On se rend compte qu'il y a de grandes similitudes avec ce qui a pu se passer pour Madame Chantal de Chillou. Il y a la voiture, ça s'est toujours passé dans une voiture, par exemple. Il y a aussi ce côté invraisemblable de retrouver sur la scène de crime de Chantal de Chillou un mégot de cigarettes. Or, il se trouve que Raymond Touillet, c'est un gros fumeur de cigarettes. C'est un gros buveur, il est alcoolique, mais il fume beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est presque du copier-coller d'une certaine manière. On retrouve cette personnalité qui peut presque coller complètement au fait qu'il rencontre Chantal de Chillou, ça se passe mal, il la viole et il la tue. Les témoins se succèdent et le profil effrayant de Raymond Touillet apparaît au grand jour. Pour la famille de Chantal, c'est la stupeur. Vous me rendez compte de violer sa sœur? Mais c'est un être abominable. Il n'y a pas de mots, hein. C'est un être ignoble. Ignoble. On se disait, c'est pas possible. On était tous en larmes, hein. C'est horrible. Raymond Touillet est dans une mauvaise posture. Cette affaire de viol peut considérablement lui nuire. Mais dans le box, il clame toujours son innocence en ce qui concerne le meurtre de Chantal. Lui dit que c'est un complot, que c'est contre lui, que c'est une vengeance, mais sans donner de motif à cette vengeance. Donc ça ne tient pas non plus la route. Mais pour la défense, les choses ne sont pas si simples. Pour Maître Beau, si les agressions que l'on reproche à son client sont réelles, pourquoi avoir tant attendu pour en parler ? Vrai, pas vrai, complot, pas complot. En tout cas, c'est une interprétation qu'il a pu se faire en disant il y a quelque chose d'assez étonnant de se dire qu'elle a attendu 19 ans pour révéler ses faits. Si réellement ces faits s'étaient produits, pourquoi ne pas en avoir parlé plus tôt ? Bertrand Beau, avocat de la défense. Et ça reste quand même une interrogation importante pour M. Touillet, mais également pour l'avocat que je suis. Et donc pourquoi attendre le déroulement d'une enquête sur d'autres faits de même nature. Donc ça, oui, ça pose et ça suscite des questions. Fin de la première journée. L'accusation a marqué des points avec ses affaires de viol. Raymond Touillet est de moins en moins crédible. Un handicap qui pèse lourd lorsque le deuxième jour, la Cour revient sur les circonstances du meurtre de Chantal. Dès le lendemain matin, l'accusation commence avec les versions présentées par Raymond Touillet en garde à vue. Mais il maintient ses affirmations. S'il a parlé de violence sur Chantal, c'est parce que les gendarmes ont fait pression sur lui. La présidente lui a dit très bien, monsieur, je veux dire, si vous le voulez bien, on va regarder ses aveux que vous contestez. Cette garde à vue où on vous aurait fait sortir les mots de votre bouche alors que, en fait, c'était pas vrai. Et là, on va voir un interrogatoire, et cet interrogatoire, malheureusement, il ne correspond pas du tout à ce que dit l'accusé.
car ces interrogatoires ont été filmés. La présidente ordonne de montrer les images et elles sont sans équivoque. Les enquêteurs, effectivement, lui posent des questions, mais ils ne font pas preuve d'une pression extrême. Et lui paraît détendu. On n'a pas l'impression de quelqu'un qui est sous pression et qui a envie d'en finir et qui dit « je vais avouer sous la contrainte ». Pas du tout. On a même servi à Raymond Touillet un petit thé. La vidéo a un effet désastreux pour l'accusé. La version de l'extorsion des aveux prend l'eau. Et ensuite, c'est tout le récit de Raymond Touillet, le jour du meurtre, qui est mis à mal. L'histoire qu'il raconte, que soi-disant il avait rencontré dans un bar, aux alentours des 18h30, et ce que les enquêteurs nous disent, c'est que à 18h30, elle était dans le train, elle était dans le TGV. Donc, il nous a menti du début à la fin. Tout ce qu'il a raconté, c'était que du faux. Que du faux. L'accusation enfonce le clou et démonte la version de Raymond Touillet. Il la rencontre, elle tombe sous le charme, il la redépose juste après l'acte sexuel consenti à côté d'un hôtel. Et bizarrement, il y a quelqu'un qui vient attraper cette femme, la tuer sauvagement et mettre le feu à son entrejambe et qui dépose le corps à 90 cm d'un endroit où il avait été fumé 1 ou 2 jours avant. Donc ça tient absolument pas la route. Là, on voit le visage de l'accusé. Ça veut dire que si on résume, Raymond Touillet a un problème avec les femmes. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Raymond Touillet se montre violent avec les femmes. Et donc, il a une panoplie parfaite pour coller à celle de l'assassin de Chantal de Chillou. Le procès vient de basculer. Raymond Touillet est de plus en plus perçu comme capable d'avoir tué Chantal. Mais rien n'est joué. Il faut encore le prouver. Maître Beau, l'avocat de la défense, plaide le doute qui, dans le droit français, doit profiter à l'accusé. Tiens, attendez, n'allez pas trop vite en besogne. Le doute. Et mon propos, ma plaidoirie était de dire, n'allons pas trop vite en besogne. Douter. N'abandonnez jamais la question du doute, notamment dans ce lieu qui est une cour d'assises. Parce qu'on parle, à nouveau, d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité qui est quand même la plus lourde qui existe en France. Donc, on a quand même le droit d'avoir la main légère et tremblante quand on prononce ce type de peine. Mais l'accusé ne lui facilite pas la tâche. Au dernier jour du procès, au moment des plaidoiries et du verdict, Raymond Touillet refuse de quitter sa cellule. Le moment est venu des plaidoiries, le dénouement, l'acte final. Fabien Bousquet, avocat des parties civiles. Raymond Touillet choisit de ne pas comparaître. C'est peut-être son dernier acte de lâcheté finalement. Cette absence pourrait-elle influencer le jury ? Le procès se termine sur une impression très négative concernant Raymond Touillet, qui continue de clamer son innocence. Alors sans ses aveux et sans preuve flagrante de ses culpabilités, c'est l'intime conviction des jurés qui doit trancher. Il faudra 5 heures au jury pour déclarer Raymond Touillet coupable de viol et de meurtre. La sentence tombe dans un silence glacial. Alors, Raymond Touillet a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Carla Sammartano, avocat des parties civiles. Ça reste néanmoins un moment fort pour les parties civiles qui, à défaut d'avoir eu les réponses à leurs questions, ont au moins une réponse en termes de culpabilité. Ils ont la certitude aujourd'hui d'avoir l'auteur des faits qui étaient reprochés. On est satisfait de la peine de réclusion criminelle à perpétuité qui a été prononcée. Caroline Jean-Maire, avocat des parties civiles. Ça me semble être une peine juste. Cet homme a vécu pendant 19 ans sans être inquiété. Il a bien vécu, il a eu une famille et il en a détruit une autre. Ma mère, elle m'a manqué. Je sais que je ne la reverrai plus jamais. Charles de Chillou, fils de la victime. Et que tout ce que j'ai pas vécu quand j'étais jeune avec elle, tout ce que j'ai manqué, je ne pourrais plus le rattraper. Ben moi, ce que j'ai envie de dire à
À mon père, ce que j'ai envie de dire à Chantal, c'est que maintenant, on sait la vérité. Richard de Chiyou, neveu de la victime. On sait qui c'est qui l'a tué. J'espère qu'il nous voit d'en haut. Je pense que mon père suit ça à la loupe. Que maintenant, il va nous faire falloir un peu de temps pour réaliser, quoi. Raymonde de Chiyou, belle-sœur de la victime. Que notre vie, elle reprenne le cours de la vie. Mais c'est dur. Mais une nouvelle épreuve attend la famille. Raymond Touillet a décidé de faire appel. Il est donc présumé innocent. Un deuxième procès se profile à l'horizon.